Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct pour notre live Se Retrouver. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à nouveau Sita Albisti, qui est prof de yoga Kundalini. Bonjour Sita. Bonjour Aurore, merci. Écoute, ravie de se retrouver autour de la thématique de la grossesse et la préparation à l'accouchement. Dans un premier temps, je te laisse te présenter un petit peu plus en détail. Oui, merci. Alors, je m'appelle Sita. Je suis maman de 3 enfants. J'ai deux petits garçons qui ont 2 ans et 4 ans et une petite fille qui a 7 ans bientôt. Je les ai tous ils sont tous nés à mon domicile. Donc, j'ai accouché à chaque fois sans péridurale. Grâce à Dieu, tout s'est très très bien passé. Je suis aussi professeure de Kundalini Yoga et thérapeute. Je pratique le coaching holistique. J'accompagne les mamans qui sont les futures mamans. J'accompagne également celles qui sont en devenir et celles qui ont des enfants très petits jusqu'à environ 3 ans. Voilà. Ok, super. Postpartum. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire un peu plus le focus sur tout ce qui est préparation à l'accouchement et un accouchement plutôt en conscience, donc avec ce qu'on peut appeler les médecines douces pour être assez général. Tout à fait. Donc écoute, je te laisse nous présenter le sujet et nous en parler. Très bien. Alors, j'ai mis en route un petit mantra. J'espère que vous entendez bien. Parce que j'aime bien commencer ces espaces d'échange avec un petit exercice de respiration, juste pour cadrer notre, notre entretien. Et j'invite donc les auditeurs à m'accompagner s'ils ont envie. C'est simple, hein, on va juste relâcher nos épaules et fermer nos yeux quelques secondes. Avec le mantra, si vous l'entendez ou sans lui, vous prêtez attention en fait à votre bruit intérieur, j'ai envie de dire, les sons qui vous entourent, depuis les pensées jusqu'au son de l'extérieur. On essaie de se tenir un peu droite sur sa chaise. Si vous êtes sur un sofa, avancez-vous vers l'avant, les pieds bien au sol. Et on observe sa respiration sans la chercher à la changer. On l'observe sans jugement. On essaye juste de l'approfondir, d'inspirer plus longuement et d'expirer plus longuement. Inspirons, expirons. Et comme tu le sais, Aurore, dans le Kundalini Yoga, on parle beaucoup de la puissance de ces mantras. Donc, je vais inviter ceux qui veulent me rejoindre à chanter exactement ce mantra que l'on entend, qui est Ong Namo, Gurudev Namo. Je vais vous traduire. Ong Namo, ça veut dire je révérencie la grande sagesse universelle. Gurudev Namo, c'est je révérencie le chemin qui me mène de l'obscurité vers la lumière. On va le chanter 3 fois après avoir inspiré longuement. Et on y va. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, on inspire à nouveau. Om Namo Gurudev Namo. Une dernière fois, inspirons. Om Namo Gurudev Namo. Et pour finaliser, nous allons inspirer une dernière fois. Et cette fois, maintenir l'air quelques secondes à l'intérieur des poumons, tout en contractant les muscles de l'abdomen, du bas-ventre, des organes génitaux. Contractez le plus fort possible.
avec ses poumons tout pleins d'air. Et immédiatement, expirez. Relâchez. Maintenez votre présence. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Voilà, j'aime beaucoup commencer comme ça. J'espère que vous pouvez sentir un peu l'effet et les avantages de finalement de se réaligner. C'est assez rapide et c'est un peu la bonne nouvelle. C'est aussi intéressant de s'apercevoir que à quel point on peut se faire du bien, mais pas seulement le fait de pouvoir le faire, mais il y a aussi un côté de devoir. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je m'investis autant dans la partie de l'accompagnement à la naissance et surtout la question spécifique de la naissance. Le type d'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement à un accouchement voilà, qu'on qualifie de conscient. Alors, sans prétention ou avec, après tout, ça n'a pas vraiment d'importance parce que être conscient, c'est un objectif finalement on a tous, ou si on n'a pas, on devrait tous l'avoir. Ça veut dire mettre des intentions claires et précises. D'abord, se les mettre soi-même par rapport à quels sont ses objectifs dans sa vie pour une maman, mais aussi dans son couple. Dans quelles conditions est-ce que j'ai envie que mon enfant naisse? Qu'est-ce qui me posait cette question en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que je suis prête à faire pour mettre ça en pratique? Alors, ça a l'air assez simple parce que finalement, quelque part, on est obligé de le faire. Hein. Il y a un protocole qui nous est suggéré et soumis par le système de santé publique. Donc, quand on apprend qu'on est enceinte, on prend rendez-vous avec son gynécologue, on fait une prise de sang, on calcule le nombre de semaines qu'on a, on calcule la date probable d'accouchement. Et puis, on a quelques rendez-vous auprès d'une sage-femme. La liste des sages-femmes, je ne sais pas très bien qui c'est qui l'a fournie, mais ça ne doit pas être très difficile. En tout cas, les sages-femmes sont celles qui sont le plus communément allouées en fait, pour accompagner les femmes pendant leur accouchement. Je crois qu'il y a un numéro fixe de rencontre. Hein. Et puis, après, on nous dit qu'il faut manger bien, pratiquer une activité, si possible, un petit exercice physique, se fatiguer, mais pas trop. On peut travailler. Enfin, bon, il existe une certaine, des habitudes d'ordre sociétal qui entourent la façon dont aujourd'hui un enfant arrive au monde. Et ceci jusqu'au jour J, où il existe aussi un protocole de la façon dont on est accueilli à l'hôpital, suivant les informations qu'on a pu recevoir. À quel moment est-ce qu'on considère que oui, c'est le moment d'être interné, reçu, accueilli? À quel moment est-ce que peut-être ou non le papa est amené à inviter à quitter les lieux si c'est nécessaire. Et puis ensuite, ça va jusqu'à la façon dont on se positionne pour recevoir une anesthésie si on la souhaite. Et la façon dont on accouche. Donc, on est allongé, on a cette vision qu'on a des petits pieds dans l'étrier, etc., avec l'effet de l'anesthésie, etc. Puis c'est le grand bonheur quand bébé arrive. Là aussi, ça continue les protocoles. On a souvent en France, hein, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'est accepté. On a la possibilité d'avoir bébé sur soi en peau à peau pendant quelques minutes. Ça, c'est chouette. Et puis ensuite, il est amené pour des premiers soins, prendre le bain, le mesurer, le peser. Enfin, bon, il y a énormément de petits soins comme ça qui sont moi, je les appelle protocolaires parce que c'est la pratique de tout le monde, commune, on va dire. Puis il y a des vaccins ensuite qui viennent. Enfin bon,
comme je disais, j'accompagne jusqu'aux 3 premières années de vie. Et puis, j'ai 3 enfants, donc je suis un peu passée par là. La question s'est posée beaucoup pour moi. Euh, de quoi est-ce qu'on parle quand on place tout ça dans un cadre de médecine douce ou de médecine complémentaire? En fait, il va s'agir le mot est dit, hein, d'adoucir un petit peu tout ça, d'apporter de la souplesse. Et cette souplesse, eh bien, elle va faire honneur aux parents. Voilà, on va faire honneur à la volonté et au sentir, aux émotions des parents, à commencer par la maman. Dans le Kundalini Yoga, il existe un versant qui est un versant philosophique qui s'appelle l'humanologie, qui décrit un petit peu d'un point de vue physiologique, neurologique, le développement de l'être humain depuis sa préconception. Donc, on prend vraiment en compte l'être humain comme étant, dans le Kundalini Yoga, on dit qu'on vient pour vivre une expérience, on est des êtres humains. On n'est pas des êtres humains qui venons vivre une expérience spirituelle, c'est plutôt l'inverse, nous sommes des esprits, des âmes qui venons vivre une expérience physique. Voilà. Donc, quand on va regarder l'évolution, le développement de l'être humain dans son ensemble, on va partir du moment de sa préconception, c'est-à-dire qu'il vit déjà lorsque ses parents ont le désir de le recevoir, de l'avoir. Donc, sa vie commence à ce moment-là et puis elle s'achève à son décès. Ça veut dire que, encore une fois, le moindre désir de la maman, en médecine douce, il est, dans le yoga en tout cas, hein, il est valorisé. Et ceci le plus possible. Pourquoi? C'est aussi parce que si on replace les choses dans leur contexte, et ça, c'est pas forcément évident. Je parle de protocole parce que voilà, on est contemporain, voilà, on est en 2020, voilà, on vit cette période de l'humanité où ça se passe comme ça. On reçoit les êtres humains d'une certaine façon. Mais il y a un siècle, 2 siècles, il y a 500 ans, c'était différent. Il y a des millénaires, c'était différent. On était toujours des êtres humains, mais on avait des méthodes différentes. Donc, si on regarde de ça vraiment de plus loin, on se rend compte que avant, à l'époque où il n'y avait pas de péridurale, par exemple, hein, je prends un exemple au hasard, les êtres humains naissaient quand même. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir aussi la péridurale et c'est très intéressant d'avoir la possibilité d'être entouré en cas de problème. Aujourd'hui, voilà, on sait aussi que le taux de mortalité infantile est bien moindre qu'il pouvait l'être avant. Donc, on a cette technologie, ce soutien médical qui vient quelque part je ne vais pas dire s'opposer, mais il vient faire se distinguer beaucoup des temps d'avant. Parce que globalement, c'est ça la différence. On dirait qu'avant, les femmes, elles n'avaient pas de péridurale, mais elles accouchaient de façon certainement plus sauvage. Elles tombaient plus souvent malades. Enfin bon, voilà, elles mouraient beaucoup plus aussi en donnant la vie. Enfin bon, donc ça existait. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas non plus surmédicaliser ou prêter attention à cette nature, à ce côté sauvage, et pas forcément non plus extrémiste de dire aussi que c'était sauvage. Donc, il y a un côté tout simplement qui est celui du rappel dans le juste milieu à la nature. Et c'est là qu'on rejoint à nouveau le contexte de la médecine douce, parce que les désirs de la femme en général, quand on regarde bien, une maman qui n'a jamais eu d'enfant, globalement, son intuition, et c'est ce qu'on travaille beaucoup dans le yoga et dans la méditation, son intuition, naturellement, va la guider vers des désirs qui la rapprochent de qui elle est vraiment, et puis de choses qui sont finalement assez, encore une fois, instinctives. Donc, elle va avoir envie, par exemple, et c'est pour ça que les médecines douces sont intéressantes, d'avoir, ça, ce n'était pas forcément le cas avant, d'avoir son bébé en peau à peau, il fut un temps, où on n'avait pas le bébé peau à peau quand il sortait du ventre. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi moi, il sort et la première personne qui devrait voir, sentir, c'est sa maman.
Donc, on assiste à un retour qui, lorsqu'il est validé, OK, on tamponne et on accepte à nouveau de réinsérer ce petit côté, entre guillemets, naturel dans l'hôpital. Mais ça, ça pourrait et ça devrait aller plus loin. Parce que cet instinct naturel de la maman, il est primordial pour le développement de l'être humain plus tard. C'est-à-dire que les premières sensations qu'on a quand on est dans le ventre de sa maman, et là tout le monde s'accorde pour le dire, c'est des sensations qui sont fondamentales pour les premiers instants et la petite enfance de l'être humain. De la même façon, les émotions qu'il va avoir et qu'il va ressentir au tout début de sa vie, dès qu'il sort du ventre, pareil, ça va avoir énormément d'impact, et ceci jusqu'aux 3 premières années de vie. Donc, dans mon accompagnement dans les cours de yoga prénatal, on prête dans un premier temps beaucoup d'attention à ce que la maman valorise, extériorise ses émotions. Les cours de Kundalini Yoga, ils durent pas très longtemps pour les mamans, pour les femmes enceintes, ils durent environ 40 minutes. On a une phase d'ouverture et de fermeture avec des chants de mantra, comme on vient de faire. Ensuite, on a une phase d'échauffement et puis on a une série d'exercices avec un thème pour chaque cours qui vont être, les thèmes, ils sont très variés. Ils vont depuis, par exemple, travailler la communication vocale, donc le 5e chakra. On peut décider aussi de travailler la flexibilité de la colonne vertébrale. On peut décider de travailler cette fameuse intuition. On peut décider de travailler la question de la peur, qui est finalement qui fait partie des émotions vives. Ça aussi, c'est naturel pendant cette période de grossesse et jusqu'au jour J. On peut décider de travailler le courage. Enfin bon, on travaille énormément. On travaille aussi beaucoup les questions hormonales. Donc, à chaque cours, on a un sujet, un thème et des exercices physiques qui sont associés à ça et puis qui vont aussi être destinés à apporter de faire un certain bien-être au corps dans son ensemble. Ensuite, on se détend et on a une phase de méditation aussi à tous les cours. Et cette méditation-là, en fait, tous les exercices physiques qu'on fait, ils sont destinés à se préparer à cette méditation qui est destinée à ce que la femme, la maman, se reconnecte avec elle-même, sa vraie essence, ce qu'elle veut vraiment, qui elle est vraiment. Elle se connecte avec sa créativité d'un ordre vraiment, pour le coup, spirituel, ce côté un peu, eh bien voilà, il y a un mystère dans la création et je fais partie de ce mystère. Ça, c'est le moment, le moment grand M du cours de Kundalini Yoga. Voilà, donc c'est très recommandé. Enfin, moi, j'ai ça. Il y a d'autres pratiques à faire qui sont très recommandées, pratiques physiques ou autres pendant la grossesse. Ça, c'est clair que même si vous ne choisissez pas le yoga, je recommande vivement une activité de ce type-là, d'ordre énergétique. Ça peut être aussi des massages, enfin bon, tout ce qui permet à la femme de se détendre et de se retrouver dans un état de conscience qui va laisser venir à elle des idées ou des sources de motivation pour qu'elle puisse nourrir finalement sa créativité, parce qu'il y a ça aussi, hein, on prépare le nid, le petit nid dans lequel l'enfant va arriver, on imagine des tas de choses. Ça, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit riche d'émotions qui soient bonnes, qui soient positives, qui nous détendent, etc. Et donc, il faut vraiment s'autoriser se créer un espace pendant la grossesse pour que ce soit 1 ou 2 fois par mois minimum, créer ce type d'intuition. Voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps concernant l'accompagnement et la préparation à l'accouchement conscient. Ensuite, j'avais envie de parler de mon expérience parce que on a la théorie, hein, vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire sur le Kundalini Yoga et ses bienfaits durant la grossesse. Moi, je fais en plus un accompagnement qui s'appelle aussi un coaching holistique, puisque j'aide la maman aussi à regarder la façon dont elle est elle-même née. Souvent, on n'a pas énormément d'informations sur ce que nous, on a vécu quand on était dans le ventre de notre maman,
ou quand on était, ou quand notre maman nous a eu au monde, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elle a ressenti le jour J de notre naissance. Souvent, on n'a pas beaucoup d'informations. Et quand on plonge un petit peu là-dedans, avec douceur, toujours, encore une fois, ça nous permet de choper, entre guillemets, glaner des petites informations qui vont nous servir pour notre propre grossesse. Donc, ça, c'est la partie théorique. Mais dans la partie pratique, et donc de mon expérience en tout cas, moi, je peux dire que une autre chose qui est importante dans l'accompagnement, c'est que les personnes qui sont avec nous ou qui nous entourent pendant toute cette période, il faut qu'on soit des personnes dont on sente qu'elles sont bienveillantes. Et ça c'est le rôle de la doula. La doula dont on entend de plus en plus parler en France. C'est déjà très développé dans certains autres pays européens. Ça l'était au Brésil, justement dans des pays parfois où la violence, entre guillemets, obstétricienne est bien plus grande, même qu'en France. Il y a aussi une grande demande des mamans à vouloir fuir cette violence en faisant appel au doula. Pourquoi? Parce que la doula, elle est la confirmation. Tu veux dire quelque chose? Attends, je t'entends pas. Excuse-moi. Est-ce que c'est moi? Je vais voir mon volume. Mon volume est bon ici. Toi, tu m'entends, hein? Et je t'entends pas du tout. C'est pas grave. Si tu veux essayer d'écrire un message peut-être dans le chat. D'accord. Donc, la doula, elle est aujourd'hui, hein, à mon sens, l'emblème du retour ou de l'arrivée de l'accouchement conscient. Elle est cette femme qu'on choisit pour nous épauler, un peu comme vraiment, pour le coup, c'est le cas de dire, une amie. Parce que l'amie, elle a cette bienveillance que peut-être on s'autorise pas forcément à exiger ou à rechercher chez une sage-femme ou chez un gynécologue ou chez un personnel médical qui fait son travail souvent très bien, mais aussi parfois et souvent aussi malheureusement avec peu de délicatesse. Hein. Les témoignages de mamans qui ont été choquées ou qui ont vécu choquées, je veux dire, par des commentaires pour le coup pas délicats du tout envers elles durant leur grossesse ou le jour de l'accouchement, ce qui est un jour si délicat. Et si on replace encore une fois les choses dans leur contexte, en prenant la photo de comment l'être humain naît aujourd'hui, si on la prend vraiment de haut et qu'on regarde sur plusieurs siècles, la nature, ce qu'elle fait avec la femme, c'est qu'elle lui donne beaucoup de pouvoir. Elle lui donne le pouvoir de créer. Ça, il n'y a pas besoin d'un médecin pour ça, hein, vraiment. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les médecins. Il y en a vraiment beaucoup qui font très bien leur travail, mais ce qu'on essaye de faire, c'est se rappeler que c'est tellement naturel que la femme, elle sait le faire. Elle sait le faire. Si vous vous retrouviez, et ça c'est important, si la femme, elle se retrouvait au milieu de la jungle, seule, sans médecin, ok, il y aurait des chances qu'elle ait une complication quelconque. Mais si c'est une femme qui est en bonne santé, il y a aussi de grandes chances pour qu'elle trouve en elle-même toutes les ressources nécessaires pour mettre au monde son bébé sans l'aide de personne, et pas même de la doula. Donc là, j'arrive pour le coup dans un extrême qui en réalité n'en est pas tant un que ça. C'est juste qu'on est vraiment trop travaillé de l'extérieur pour ne pas trouver ça évident. Mais bon, heureusement, il y a des doulas qui nous aident à ramener les choses un petit peu plus à leur hauteur, parce que la doula et moi, c'est ce que j'ai vécu. J'en ai eu une différente à chacun de mes accouchements. La doula, elle fait le pont entre le médical et vous, en fait. C'est elle qui va faire la messagère de vos désirs.
Pour ma première fille, j'avais vraiment aucune notion. Alors, elle est née au Brésil, hein, on était au Brésil à l'époque. Et moi, je ne savais pas en fait que les médecins, ils avaient souvent cette réputation, surtout là-bas, d'être désagréables avec les femmes. J'entendais dire qu'ils étaient parfois même menteurs, hein, qu'ils promettaient ou qui suggérait que l'accouchement pourrait se faire de façon naturelle, mais en réalité, à la dernière minute, ils trouvaient des raisons souvent fausses pour pratiquer les césariennes. Il faut savoir que les césariennes, elles sont bien mieux rémunérées qu'un accouchement normal pour les médecins, pour les gynécologues, obstétriciens, parce que accoucher de façon naturelle, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ma première fille, je l'ai accouchée le travail a commencé en milieu d'après-midi. Elle est née en début de matinée et elle est née à 23 heures. Donc, ça a duré plus de 10 heures. Voilà. Mon deuxième, il a mis presque 24 heures avec une grosse interruption au milieu. Je me suis retrouvée sans contraction aucune en plein milieu du travail. Donc peut-être que si j'avais été à l'hôpital, on m'aurait renvoyée chez moi parce que voilà, j'ai eu des contractions toutes les 3 minutes et puis tout d'un coup, elles se sont arrêtées en plein milieu de l'après-midi. J'ai passé plusieurs heures sans contraction. Donc là, ça a duré plus de 20 heures et le dernier, c'est un peu plus rapide, de 18 heures à 6 heures du matin environ et encore à 12 heures d'accouchement. Donc si vous voulez, si toutes les femmes, si les hôpitaux, toutes les maternités laissaient les femmes accoucher de façon naturelle, il se peut qu'il n'y ait pas assez de place dans les hôpitaux pour tout le monde. Donc il y a ce côté un peu pratique qui fait que, eh bien, souvent, les gynécologues et les médecins préfèrent la césarienne et ils ne le disent pas forcément de façon honnête. Donc moi, j'ai eu très peur et je me suis redirigée tout de suite vers des méthodes alternatives et c'est comme ça que j'ai connu les doulas. Mais je ne voulais pas, comme c'est ma première fois, pour moi, il était important d'avoir quand même, puisque j'avais aussi décidé de le faire à la maison, j'avais quand même fait la demande d'avoir une infirmière obstétricienne à la maison. Donc, j'avais et la doula et l'infirmière obstétricienne. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce côté-là, cette importance de ne pas non plus opposer nécessairement ce désir de revenir au naturel avec ce besoin d'être accompagné au niveau médical. On n'est pas dans une lutte entre les uns et les autres. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement d'écouter son cœur et de ne pas hésiter à se faire accompagner par une doula. Qui pourra éventuellement, qui connaît bien les lois, mais qui peut aussi, justement, sur la base de cela, vous aider à faire en sorte que votre compagnon, le papa, soit présent, par exemple, dans la salle d'accouchement, chose qui n'est pas toujours garantie, ou pendant une durée plus longue que prévu. Enfin bon, c'est fondamental pour moi d'insister là-dessus. Et je te remercie, Aurore, de m'offrir cet espace pour pouvoir le communiquer. Merci beaucoup, merci énormément. Et puis, je te dis à très bientôt. Je suis joignable sur mon site. J'imagine que tu pourras laisser mes coordonnées. Et plein de bonnes choses à tous. Prenez bien soin de vous, respirez beaucoup. Faites-vous bien entourer. Merci.